Ce JT est garanti sans aucun spoil d'Avengers Endgame, ni spoil de barbe de Thor, ni spoil pubien de Thanos. Et j'en ai encore. Aucun spoil sur le caillou de Drax, mais ça vous le saviez déjà, pas même un spoil dans la main de Rocket Raccoon, donc pas de risque. Moi je le vois que jeudi, donc même dans les commentaires, si vous me voulez de bons poils, évitez le mauvais spoil et prévenez avant de le faire. D'ailleurs peut-être que vous êtes dans la salle de cinéma en train d'attendre votre séance, en train de regarder encore une fois ce connard psychopathe qui lance sa faucille comme c'était une Pokéball, là, qui fait le dur mais qui sait très bien que s'il devait faire un crossover avec Marvel, Thanos se servirait de lui comme d'une vaginette. Enfin bref, mettez vos écouteurs, ici votre commis des comics, vous êtes dans le JT Comics, le 189e, et tout de suite on passe aux news de la semaine. Les héros en maillot. Chez Marvel, on ressuscite une tradition qui m'aura beaucoup fait rire dans les années 90 et qui m'aura bien servi sur certaines miniatures des vous souvenez-vous, puisqu'on fait revenir les swimsuit special, donc les hors-série maillots de bain. Et je vous préviens, une fois que vous les avez vus, impossible de ne plus les voir, et certains, je pense, auraient préféré se faire spoiler la fin d'Endgame plutôt que de voir un Sonamore dont le maillot donne un tout autre sens au mot coq. Les vraies origines de Daredevil, qui apparemment est devenu aveugle en regardant la lune, donc ce Morbius qui a emprunté son slip de bain à Batman ou Alfred, ce Ghost Rider qui porte un maillot modèle Notre-Dame, ou ce Punisher, un brin crâneur, les douilles à l'air. Bon, ça servait surtout à montrer des super-héroïnes de chez Marvel dans des tenues et dans des positions sulfureuses, et au vu de la couverture de la QV 2019, on sent que ça va être un brin moins fun, puisque si même Deadpool porte un short de bain, mais de qui on va pouvoir se moquer, putain. Vertigo went gone. Vous le savez, DC cherche à s'imposer en numérique avec son application DC Universe qui réunit entre autres donc tout le catalogue des films DC Warner, mais aussi des séries spécialement créées pour l'occasion. Je pense à Titans, je pense à Swamp Thing, je pense à Stargirl, et aussi une bibliothèque digitale de comics qui réunit 22 000 titres, même si on a appris qu'il y aurait des limitations. Les titres actuels sortiront sur la plateforme 12 mois après leur publication initiale. À de très rares exceptions près, DC n'ajoutera pas les titres Vertigo à ce catalogue, ainsi que ceux de la plupart des autres sous-labels de chez DC, et donc pas de Helix, pas de Milestone, pas de America's Best Comics, et pas de DC Black Label a priori. Ça peut être un vrai handicap. Et d'autres titres qui, je cite, possèdent encore de la valeur pour les libraires et les collectionneurs ne seront pas disponibles, et l'exemple cité, c'est celui de The Killing Joke, rien que ça. Bon, quand c'est dit comme ça qu'il parle de valeur, on a l'impression qu'ils considèrent cette application comme la poubelle à antiquité, mais apparemment ils invoquent des raisons d'équité avec les libraires, et ça je peux comprendre. Donc dites-moi, si vous vous laisseriez séduire, c'est pas disponible en France, mais si ça l'était et aux mêmes conditions qu'aux États-Unis, on paierait ça 7 € par mois ou alors 65 € à l'année. Endgame. Le moins que l'on puisse dire avec cet Avengers, c'est que le film prend cher à promouvoir, puisque le site Deadline a estimé à plus de 200 millions de dollars le budget promo de cette presque fin de phase 3. Et oui, presque, puisque maintenant il y a une règle qui s'applique à Marvel Studios comme aux zoophiles, où on aime conclure avec des insectes, et que cette fois ça sera au tour de Spider-Man de conclure la phase 3 du MCU. C'est 50 millions de plus que pour Infinity War, et c'est surtout 4 millions de plus que le budget cumulé de toutes les ventes de comics Marvel pour l'année 2018. Alors ça, c'est si mes calculs sont bons, et si on se fie seulement à la distribution directe, à savoir qu'on ignore donc les éditions reliées sur Amazon et certaines librairies. Donc avec une marge d'erreur, Marvel Comics aurait vendu pour 196 millions de dollars de comics en 2018. Donc c'est clairement les studios qui ont le pouvoir, les films qui ont la masse de spectateurs, et c'est normal qu'ils essayent de surfer sur ce succès pour essayer de développer le lectorat de comics, certes parfois au prix d'une certaine uniformisation des intrigues et des personnages, au détriment de certaines équipes dans le passé, mais ça serait bien aussi que les studios se rappellent que tout ce pognon ne pourrait pas exister sans les créateurs qui s'arrachent depuis des années, depuis bien avant les films, pour forger cet univers. D'ailleurs, un bon exemple, c'est que le comics relié le plus vendu de 2018 reste le Gant de l'Infini, alors que, selon mes sources, Jim Starlin aurait été mieux payé par DC pour l'utilisation sombre du personnage de KG Beast dans Batman vs Superman, plutôt que par Marvel pour l'utilisation depuis plus de 10 ans du personnage de Thanos dans le MCU, et ça c'est pas normal. Alors les sons de cloche varient, puisque Roy Thomas se plaint pas lui de Marvel mais de DC, qui lui paye bien ses royalties au niveau des comics, mais avec qui il est en conflit pour l'utilisation de deux de ses personnages qu'il a co-créés, lui, sa femme, donc Dan Thomas, et le dessinateur Todd McFarlane, les personnages de Hazard et de Artemis, donc Hazard dans Flash et Artemis dans Young Justice. DC a essayé de la lui mettre un petit peu à l'envers, alors il a réussi à récupérer son argent pour Hazard, mais pour Artemis, pas possible. Pareil pour Marvel, qui selon moi, vous allez dire que ça me regarde pas, très sûrement, mais qui pourrait peut-être s'acquitter de la dette contractée par le frère de Bill Mantlo, qui est un scénariste, co-créateur de Cloak and Dagger, qui a été adapté en série,
série, co-créateur de Rocket Raccoon que je ne vous présente pas, qui est depuis 27 ans handicapé à cause d'un accident de bagnole. En plus la bagnole a pris la fuite, mais il est handicapé. Son frère a contracté plus de 100 000 € de dette pour l'assistance médicale aux États-Unis. C'est pas exactement pareil qu'en France. Évidemment, Bill ne peut plus écrire. Le dernier truc qu'il aurait écrit dans son journal, c'était le 14 février 1995. Il aurait écrit « Je m'appelle Bill Mantlo et je veux rentrer à la maison ». Alors vous avez déjà la moitié de la cagnotte qui a été financée par des particuliers. Et allez, Marvel, Disney, j'ai envie de dire que sa charpente brûle, et qu'en plus il a quand même bien aidé à construire celle des Gardiens de la Galaxie. Mettez le reste. 20 000 boules. Et si un personnage de comics pouvait vous rapporter 26 000 $? C'est le cas aux États-Unis et dans le jeu télé Jeopardy, donc un genre de question pour un champion, tout le monde veut prendre sa place, ou les 12 coups de midi, où le candidat qui fait sensation, il s'appelle James Holzhauer et il s'y connaît en vieux comics pour enfants. Alors que Christian Quesada, lui, était un vieux pas très comique qui s'y connaissait très bien en enfant. Et il a répondu donc à une question qui portait vraiment sur l'univers des comics, même pas des dérivés ciné. La question la voici. Pendant ses années dans la Ligue de Justice d'Amérique, ce super-héros a parfois utilisé l'identité secrète, c'est King. Les deux autres candidats ont pris des super-héros au hasard en pensant que c'était comme la main d'un ado, que ça collait avec tout. Ils ont pris Superman et Batman, mais l'autre, je sais pas s'il savait ou pas, mais en tout cas il a reconnu le jeu sur la sonorité, donc en anglais c'est plus flagrant, Sea King, le roi de la mer. Il a dit Aquaman et il a gagné. Et paf, 23 000 €, j'imagine qu'on est beaucoup à vouloir être à sa place. Sortie comics. Pas mal d'annonces de nouveaux titres, DC, DC, Indé. On commence avec DC qui annonce un omnibus donc qui réunira le travail sur Swamp Thing de l'autrice gothique Nancy A. Collins, donc qui avait essayé dans les années 90. Je sais pas si j'avais lu tout son run ou pas, mais en tout cas le début était très bien, qu'elle avait essayé de donner à Alec Holland et à sa petite famille une vie à peu près normale, évidemment, comme tous les super-héros. Il s'installe en Louisiane, alors il y a du prêtre chelou, il y a des pirates un petit peu mort-vivants, il y a du John Constantine, notre Johnny. Ça c'est un achat direct, ça fait 800 pages, c'est exactement le genre de délire que j'aime beaucoup, sauf si DC nous l'annule, puisqu'ils aiment bien annuler les trucs en ce moment et qu'ils confondent le catalogue Previews avec un Kickstarter. De la même manière qu'ils ont annulé les figurines DC Collectibles Luchador, c'était de la niche, mais c'était joli, bon ils nous ont teasé, puis hop, ils nous ont lâché. L'histoire de ma vie sentimentale. Chez Marvel, la mini-série Fearless mettra en scène un trio exclusivement féminin, donc Susan Storm, la femme invisible, Storm, Tornade, donc Ororo et Captain Marvel, avec une autre histoire qui reprendra l'héroïne créée par Stan Lee dans les années 40, Millie the Model, ça promet du glamour. On continue dans cette lignée puisque Jane Foster revient et qu'elle endossera le rôle de la Valkyrie dans une série qui est coécrite par Jason Aaron et Al Ewing et dessinée par l'excellent Cafu. Et pour ceux qui aiment le style, voici le nouveau costume de Miss Marvel designé par Min Kyu Young qui sera donc très utile apparemment pour une aventure dans un autre monde, on nous dit, avec un petit sac en bandoulière. Celui-là, je sens que ça va finir en produit dérivé. Chez les Indés, on aura droit à un one-shot encyclopédique de Black Hammer, et donc écrit par Jeff Lemire, un éditeur canadien qui s'appelle Tate Brombal, et donc il y aura des illustrations inédites dans les biographies des personnages par Tyler Crook, par David Rubin ou par Wilfried Torres, sans oublier la couverture par Andrea Sorrentino. Il écrit des comics au même rythme que Jules sort des chansons. Jason Aaron co-écrira avec Denis Alloum un comics dessiné par Stephen Green et qui s'intitulera Sea of Stars, donc la mer d'étoiles. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux auteurs ne sont pas d'accord sur la façon de raconter leurs histoires, et du coup ils vont en jouer, puisque Stephen Green dessinera deux histoires, donc celle d'un enfant perdu dans l'espace qui va acquérir un pouvoir pour s'en sortir un petit peu plus facilement. Ça c'est la partie de Jason Aaron, un petit peu plus naïve et candide, et la partie de Alloum, ça sera la partie sur le père de cet enfant qui lui sera perdu dans l'espace avec en mode survie en fait. Voilà, c'est deux salles, deux ambiances, entre Nemo et la route, entre Le Hobbit et Game of Thrones, entre Chantal Goya et Marc Dutroux. Et l'empire du co-créateur de The Walking Dead, Robert Kirkman, au sein de l'éditeur Image Comics, dans Skybound Comics, présente son prochain titre, donc s'appelle The River. C'est par Justin Jordan, Rebecca Isaac et Alex Guimarães, et c'est l'histoire des 6 pires prisonniers du nouveau continent, donc de Madaras, qui vont devoir mettre un terme à la guerre qui fait rage, ou alors périr avec ce continent. Le choix est simple. Alors j'ai lu l'aperçu et ça faisait longtemps que j'avais pas lu une si belle scène de lâcheté dans un comic, donc ça m'attire, c'est sur la liste. On est entre Grima langue de serpent et Benjamin Griveaux, Griveaux langue de serpent. RIP.
Et le monde du manga a perdu un immense scénariste dont l'influence a su s'étendre au-delà des frontières du Japon. Kazuo Koike est mort la semaine dernière d'une pneumonie. Il est le co-créateur entre autres de Kozure Okami, donc Lone Wolf and Cub, de Crying Freeman, de Lady Snowblood. Il a influencé de nombreux artistes et auteurs américains de comics qui importaient ça du Japon sans même pouvoir lire le japonais, mais rien que pour le visuel. Je pense à Chris Claremont, à Bill Sienkiewicz ou encore à Frank Miller, à qui l'on doit d'ailleurs la préface et les couvertures de l'édition américaine, donc de America's First Comics. C'est l'histoire d'un samouraï trahi, déshonoré, dont la femme a été assassinée, qui va essayer de regagner son honneur, mais accompagné de son petit bébé. Et Frank Miller déclare: pendant très longtemps, je n'ai pas pu lire les mots de mon comics préféré. Mon ami Laurie Sutton m'a donné un bottin téléphonique avec une aquarelle de samouraï au dos. C'était aussi épais qu'un bottin en tout cas. Laurie m'a dit que les Japonais aimaient que leurs comics soient épais. Il m'a épargné des heures de confusion en m'apprenant que ce que je considérais être l'arrière du livre était en réalité la couverture. Les Japonais lisent de droite à gauche, contrairement à nous. Prévenu, je me suis assis pour jeter un coup d'œil à un chapitre de Lone Wolf and Cub. 250 pages plus tard, je gazouillais comme un imbécile sur Occupy Wall Street. Bon, il fait ensuite l'apologie de la narration graphique impeccable de Kojima, qui est le dessinateur, et évidemment l'histoire de Koike en elle-même. Alors j'ai jamais lu de Lone Wolf and Cub en entier, ça fait partie des mangas que j'aimerais lire. Je vais peut-être choper une édition omnibus là, de Dark Horse. J'ai lu les premières pages et ce choix qu'impose son père à un bébé qui est même pas en capacité de pouvoir comprendre un choix, et donc ça me fait penser, j'ai une pensée particulière pour mon poteau Mo, Zaitoshi Shin, sur Instagram, que je pourrais écouter des heures parler de ce manga et qui en parle, qui vous donne envie de le lire et de voir tous les films qui ont été tirés de ça par la suite. Lisez, lisez et lisez. Moi, monomaniaque, je continue mon parcours d'enfer en rattrapant tout Mignola, en relisant donc tout Mignola. C'est pas pareil quand on lit mois après mois, chapitre par chapitre. Des fois on saute des mois, que quand on fait du binge reading, donc de la lecture à la suite, on peut vraiment voir l'intrigue. Franchement, Mignola, je savais que c'était ouf. Mais c'est encore plus ouf quand vous lisez ça avec voilà, la cohésion qu'il y a dans cette œuvre, elle est complètement folle. J'ai fait une petite pause pour lire l'AVF du kiosque donc de Venom de ce mois-ci. C'est par Donny Cates, ça s'appelle Rex. Rex, ça veut dire roi. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est une pure tuerie, voilà, je peux que vous le conseiller. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir, et je remercie tous ceux qui partagent, qui mettent des pouces bleus, qui retweetent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur YouTube, où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, où vous pouvez me laisser aussi vos petits messages pour le bandeau, comme tous les mardis. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne séance, et je vous donne rendez-vous bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et allez, encore un connard qui fait un Blackbird Challenge. Mais non, rien à voir, je fais un No Spoil Challenge pour Endgame. Putain, c'est dur. Tu vois rien.